Euh, Bienvenue au webinaire de l'IPFPC sur le retour au bureau. Et nous allons commencer d'ici quelques minutes. Il y a de la traduction simultanée qui est disponible. Vous avez les instructions dans la boîte de discussion, le chat, euh, pour savoir comment vous connecter. Parfait, je pense qu'on va commencer. Nous avons des introductions pour présenter les participants. Moi, je suis Niall Richardson et je fais partie de l'équipe de IPFPS. Je souhaite la bienvenue à ma collègue Catherine Gagnon. Maintenant, on va faire une mise au jour, la mise à jour de ce qui a été fait dans l'effort de contester le retour au bureau. On va vous donner des conseils sur la façon que vous pouvez défendre vos droits. Vous allez avoir une opportunité de demander des questions à nos panélistes. Et s'il vous plaît, utilisez la fonction questions-réponses que vous avez en bas de l'écran. Et nous voudrions reconnaître que notre bureau se trouve sur le territoire non cédé du peuple algonquin, Anishinaabe. Ça reste un territoire de ce peuple dont la présence date de plus de 8000 années. Et notre devoir, c'est de nous éduquer sur leur culture et de reconnaître tous les problèmes et les douleurs qu'ils ont subis depuis l'arrivée des Blancs sur leur territoire. On travaille envers le changement et nous avons confiance qu'on va arriver à un futur, un avenir plus respectueux, euh, ce que les peuples autochtones méritent. Si vous avez commencé votre voyage d'apprentissage, on vous invite à faire votre propre reconnaissance de territoire. Au début de ce webinaire, on voudrait vous euh, faire une présentation de notre énoncé d'équité et on essaie de créer un climat qui est respectueux où tout le monde se sent valorisé et inclus et où on peut appuyer les autres pour essayer d'atteindre ce but. Et je vais expliquer un peu l'ordre du jour aujourd'hui à cause de la grande quantité de participants. On vous demande de mettre vos micros sur silencieux euh, pendant la présentation et si vous avez des questions ou si vous avez des problèmes techniques, écrivez sur la boîte de discussion. Nous avons la traduction simultanée et donc, on va parler dans les deux langues. N'hésitez pas de poser vos questions dans votre langue préférée. Il y a les instructions euh, sur l'accès à la traduction. Il apparaît dans la boîte de discussion, le chat.
Ce webinaire est enregistré et sera disponible par la suite. C'est On veut maintenant présenter nos panélistes. Nous avons la chance d'avoir le directeur des négociations collectives, David Yazbek. Il est aussi gestionnaire pour le Bureau des politiques nationales. Ah, pardon, on a Christine Poirier, aussi Jen Carr, qui est présidente du conseil d'administration euh, de l'IPFPC. Et proud to be president of PIPS, and I'm very pleased to be able to present the webinar. Je voudrais vous remercier beaucoup de participer à cette rencontre qui est importante pour nos membres. On ne peut faire des changements qu'en travaillant ensemble. Présente aussi les travailleurs qui travaillent dans leur poste affiché. Et nous voulons assurer à ce qu'ils aient les outils et la technologie dont ils ont besoin pour faire le travail. Nous sommes ici aujourd'hui. Ça concerne plutôt l'avenir du travail, d'avoir un service fédéral efficace qui va augmenter l'efficacité du gouvernement. Et pendant la pandémie, nous avions un changement qui a permis à des employés de travailler à distance tout en fournissant les services aux Canadiens. Et je veux assurer qu'on continue à avoir cette diversité dans notre travail à travers le pays. Nous avons des personnes qui ont défini et atteint une inclusivité où ils se sentaient plus productifs à la maison. Et je devrais mentionner aussi parler des disparités régionales qui existent maintenant avec cette directive de retour au bureau. Et il faut avoir accès au bureau. Ça, c'est une question fondamentale. Et on ne peut pas avancer dans nos carrières. Quelques-uns de vous, vous êtes probablement euh, dans des régions où vous ne pourrez pas vraiment bien faire votre travail. Et on a promu on behalf of Canadians and not where we but avec utilité. Et qui veut dire qu'on devrait pouvoir faire le travail de façon efficace et qui ne dépendra pas du lieu d'où on travaille. Ça nous aidait à construire une résilience et une inclusivité dans une fonction publique. Et nous sommes ici pour promouvoir l'adaptabilité et la flexibilité. Et nous travaillons à savoir quelle est la meilleure façon pour servir les Canadiens. Et ça inclut les employeurs, les employés. Et ça s'appliquera à des générations futures. Et je suis contente d'être ici et je répondrai à vos questions volontiers. Maintenant, on va présenter la première question. Et quelques-uns de nos membres apprennent encore sur leurs droits par rapport aux actions de grève.
expliquer pourquoi la grève n'est pas une tactique qu'on peut utiliser dans notre contestation du retour au bureau. David Yazbek. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de questions autour de ça. Ce que ça veut dire, c'est que les personnes sont très engagées, ils veulent travailler là-dessus, mais il y a deux réponses à la question. C'est la réponse légale stricte. Dans la législation sur le travail, c'est seulement permis d'y aller dans des circonstances très bien définies. Il faut être dans une situation de négociation, qu'on arrive à une impasse dans la négociation. Il y a aussi des exigences par rapport au vote et ça n'applique pas à notre situation actuellement. Et l'autre chose, il faut faire attention, les actions de grève sont définies très largement. Ça veut dire que les actions euh, qui ont l'effet de limiter le rendement de l'employeur, il faut faire attention parce qu'il y a des amendes associées avec ces actions de grève s'ils ne sont pas légales. Je veux mentionner à tout le monde, il y a une raison que le Parlement a limité le temps pour les grèves, parce que vous avez beaucoup de pouvoir. Et pour des raisons économiques, le gouvernement veut qu'on ait le droit de grève dans des circonstances très restreintes. Alors, gardez ça en vue quand vous êtes en train de faire notre effort collectif de contestation. Nous avons beaucoup de pouvoir dans notre effort. Euh, on peut, on a eu des webinaires avec les syndicats connexes et on a dit euh, la grève est un but merveilleux, mais il faut euh, augmenter notre élan dans nos efforts ici. Et on commence à augmenter l'engagement des gens. Et euh, quand on sera dans une situation de négociation, et ce sera en 2025, si je ne me trompe pas, je crois que les premières négociations auront lieu à ce moment-là et vous aurez la capacité de dire à la table de négociation si vous voulez aller en arbitrage ou si vous voulez convoquer une grève. Donc, vous avez la capacité de nous dire, dans l'entretemps, vous avez la capacité de nous dire où vous voulez aller. La prochaine question. L'obligation d'adapter, c'est l'obligation des employeurs de permettre à tous les travailleurs de participer pleinement. Euh, dans quelles circonstances est-ce que cela peut être appliqué? Merci. À la base, l'obligation d'adapter n'a pas changé avec l'introduction de la dernière directive. Et ce que les employeurs disent maintenant n'enlève pas du tout l'obligation de s'adapter ou euh, d'effectuer des mesures d'adaptation. Donc, l'obligation légale relève de caractéristiques protégées euh, le, sur la loi canadienne des droits de la personne. Et ça veut dire que les demandes pour les mesures doivent être sous la protection de la loi sur les droits de la personne. Ce qu'on entend le plus souvent par rapport au retour au bureau, ça traite de handicap. L'employeur a une obligation de prendre des mesures d'adaptation pour les contraintes fonctionnelles. Je peux vous donner un exemple. Si l'employé ne peut pas s'asseoir pour une période étendue, c'est une limitation fonctionnelle. Mais les mesures d'adaptation que l'employeur doit fournir, ce ne sera pas euh, la capacité de avoir un travail, le télétravail à plein temps. Et
il faudra qu'il y ait une discussion collaborative entre les parties là-dessus. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et aussi, il y a besoin de faire une différence entre ce que l'employé veut et ce que l'employé euh, dont il a besoin. Et quand on veut rencontrer ses enfants après l'école parce que vous aimez faire ça, ce ne passera peut-être pas comme euh, une limitation qui va rencontrer les normes. Et sinon, s'il y a une circonstance particulière, comme votre lieu de résidence qui vous oblige à accueillir les enfants après l'école. Après une discussion avec l'employeur, ça pourrait être considéré comme motif, justification pour prendre des mesures d'adaptation, changer vos horaires, par exemple. Et cela se fait dans des circonstances cas par cas. Ça requiert la collaboration entre les parties. On a les informations sur vos droits, mais on vous encourage à parler avec vos délégués syndicaux. Et je vais interrompre et alors c'est quelque chose dont je suis très passionnée. Une chose que je voudrais, on suit les médias sociaux, on comprend vos demandes et la chose que je veux vous dire, c'est que si l'employeur dit non, il faut que le refus soit en forme écrite et on pourra ensuite travailler pour vous et vous pouvez vous adresser à l'Institut. Mais je ne veux pas que vous soyez pris dans cette situation un peu limbique de demander des notes des médecins, par exemple. Euh, L'employeur, s'il a besoin de plus d'informations, l'employeur a l'obligation de vous aider à l'obtenir. Donc, il faut s'adresser à des personnes qui connaissent la situation. Et les médecins ne savent pas comment ça fonctionne dans la fonction publique. Les personnes au sein de l'Institut peuvent comprendre vos besoins. Et si, par exemple, c'est un enjeu de santé mentale, vous allez vous adresser à un thérapeute ergonomique qui est formé dans différents enjeux de santé mentale. Et l'employeur est- doit vous aider à ce que vous ne restez pas prise dans un aller-retour inutile. Euh, il devrait vous aider à engager des personnes appropriées dans le processus. Euh, non, les réponses étaient très bonnes. Merci. The Institute already submitted grievances. As a matter of fact, a policy grievance, so with respect to the return to the office, contesting the lack of consultation
il faut répéter tout ça. Il y avait plusieurs griefs qui concernent le fait que l'employeur n'a pas consulté les négociateurs et le syndicat. Et ça n'a pas été fait quand les personnes ont eu une directive en 2022 et en 2024 non plus. On a soumis plusieurs griefs sur ça. On a soumis aussi des griefs. C'est des griefs qui sont maintenant en train d'être traités. Et en plus, il y a des situations où les griefs individuels peuvent être soumis. On a pris l'approche où on les soumet, où il y a la mérite à un dossier. On ne le fait pas automatiquement si on dit simplement qu'on n'est pas content. Je sais que tout le monde est en train de travailler, même à la maison, je m'excuse, mais on prend l'approche cas par cas. Est-ce que c'est parce que votre employeur n'est pas en train de respecter les demandes d'accommodement? Et dans certains cas, les personnes demandent des exceptions spécifiques. Par exemple, des personnes qui ont été engagés pour faire le télétravail et maintenant on veut que leur situation soit complètement changée. Et s'il vous plaît, demandez des conseils à vos délégués syndicaux. Ils sont là pour vous aider. Je veux qu'on vous écoute, on écoute vos frustrations. Une des choses majeures, et c'est le manque de consistance entre les ministères et par rapport à l'agence centrale. Et il y a des choses, on dit que ce n'est pas dans la convention collective. Christine a mentionné santé et sécurité. L'employeur est responsable à fournir les outils de base pour faire votre travail, avoir des équipements ergonomiques, etc. Euh, si on vous demande d'aller dans un bureau et il n'y a pas l'équipement suffisant, ça peut devenir un grief sur la santé et sécurité que vous pouvez soumettre à votre, et vous pouvez en parler à votre gestionnaire. Et on entend la plainte que tout tombe ensuite sur les employés, mais ça fait partie des conversations que je vais avoir avec le Conseil du Trésor. Et ce n'est pas question de simplement ne pas retourner au bureau, mais il y a des raisons spécifiques et vous devez être engagé et vous informer sur la façon de faire valoir vos droits. Christine, qui travaille, vous fournir les informations et comment faire de la pression sur les ministères qui n'acquittent pas leurs responsabilités. Et si vous allez au bureau et vous n'avez pas de bureau, ou si vous n'avez pas de chaise, envoyez un courriel à votre gestionnaire par lui ou par elle sur les problèmes. Et les gestionnaires vont faire part de ces plaintes à la direction. Envoyez le courriel à votre gestionnaire, ils doivent être au courant de ces problèmes. Je vais ajouter dans le compte de médias sociaux, vous pouvez les ajouter, vous pouvez les poster sur le site. Ça nous aidera à lutter pour vous et d'obtenir des bons résultats à la table de négociation par la suite. La question, on a vu beaucoup de manifestations, de rencontres depuis des mois. Et quelle est la valeur de créer une coalition
et comment ça peut jouer dans nos efforts de contester cette directive. La solidarité est très importante et mon ami David parlait d'avoir du pouvoir à la table de négociation. Et quand on a plus de voix qui parlent, ça veut dire que le message est plus fort. On a eu des rencontres entre les syndicats et nous avons adopté euh, un but commun qui est le télétravail. C'est très important que ce soit un enjeu de solidarité et ça affecte tous les employés et nous devons utiliser ce pouvoir pour pouvoir amplifier les messages et de être solidaire avec entre nous et entre tous les membres. Et je vais être franche, le Conseil du Trésor a noté qu'on travaille ensemble et le tactique le plus usuel euh, pour, euh, pour eux, c'est de diviser pour conquérir. Et quand nous montrons que nous travaillons ensemble, ils sont conscients que nous avons ce pouvoir. Donc, je vous encourage à assister aux manifestations et de rencontrer les autres s'il y a des possibilités de se réunir. C'est pouvoir partager nos connaissances et nos stratégies pour développer nos ressources et nos stratégies et aussi de transmettre des messages solides. Et je pense que David veut rajouter une note de solidarité. Et je pense que vous avez vraiment touché tous les points que je voulais mentionner, mais je pense que quand l'Union des employés de la fonction publique, nous, dans les syndicats, les ont appuyés. Et ça a été noté par les employeurs. Les employeurs, comme vous avez dit, profitent en divisant les travailleurs. Donc, si nous pouvons continuer cette solidarité entre les syndicats, ça va nous aider aussi dans la prochaine ronde de négociations. Nous pouvons appliquer plus de pression sur le gouvernement. Merci, David et Jen. Je vais passer la parole à Catherine. Catherine, il y a beaucoup de questions dans la boîte de discussion. Il y aura une période de questions et réponses bientôt. Donc, si vous pouvez les envoyer par on a besoin de continuer à montrer à l'employeur que c'est quelque chose qui est important pour nous et que nous allons continuer ce combat. Donc, je vous encourage
rester à jour sur tout ce qu'on fait comme action qu'on vous demande de faire. Donc, ensemble, avec les autres unions, nous luttons. C'est la même lutte. Et j'ai dit ça à la manifestation de l'IPFPC le 5 septembre. Ce n'est pas un enjeu qu'on peut gagner demain, mais c'est très important de continuer le combat en pensant à l'avenir. Il faut que ça devienne un droit pour nos employeurs. Je pense que c'est ça que je voulais dire maintenant. La dernière question qu'on a pour nos panélistes, est-ce que le retour au bureau sera un enjeu important et comment est-ce que nos membres peuvent s'engager dans le processus? Je pense que c'est peut-être une question rhétorique. Ça va faire partie de la prochaine ronde de négociations. C'est évident, tout, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, euh, ce sont des questions de consultation. Et en termes de la prochaine ronde de négociations, comme Jen a mentionné, en termes de nos groupes essentiels, nous allons commencer la ronde de négociations vers la fin de 2025 et nous serons alors dans une position pour négocier. Mais c'est le moment maintenant, jusqu'à ce moment-là, de préparer les négociations. Tous les exemples qui ont été donnés, euh, tout ce que l'employé a fait qui a endommagé la situation de nos employés, ce sont des plaintes qui rentrent dans les négociations collectives. Ce qu'on veut demander à la table, c'est basé sur que vous, les employés, les membres, vous voulez. Donc, nous allons consulter avec toutes les équipes de négociation euh, sur la meilleure façon de établir une base solide pour les griefs. La clé, c'est d'identifier les enjeux pour qu'on puisse les présenter de façon à nous assurer de la protection à l'avenir. Et il y a un détail que je mentionnerai, il s'agit de la table centrale. Il y avait certains enjeux qui ont été négociés à une table centrale. L'idée, c'est qu'on négocie pour plusieurs groupes en même temps avec l'employeur. Et ici, c'est une question, le retour au bureau, c'est un enjeu qui serait approprié pour discussion à une table centrale qui pourrait faire partie de la prochaine ronde de négociation. Mais de toute façon, on va inclure cet enjeu dans la prochaine ronde de négociation et on va développer des propositions appropriées pour les présenter à la table auprès de l'employeur. Et j'ajouterais que je trouve comme présidente qui travaille pour l'Institut que nos arguments sur les preuves et sur l'évidence impliquent un engagement des membres. Quand on présente un survol, euh, un sondage, c'est pas simplement un sondage sur la satisfaction et on peut permettre aux employés de soumettre des détails en plus du résultat du sondage que l'employeur doit prendre en considération. On essaie de inclure le maximum de détails pour vous permettre de donner des explications sur
ce que vous voulez comme résultat dans les sondages. Et je pense que c'est la prochaine étape de la lutte des travailleurs. Euh, on a besoin des nombres, donc il faut répondre aux sondages et ça permet des analyses qu'on fait et il faut que ce soit des choses qui sont valables, que l'employeur doit considérer. Je vais ajouter, c'est que le besoin de données est crucial. Et vous vous souvenez, au début du webinaire aujourd'hui, on a parlé du moment qui est approprié pour les grèves et on a parlé des prochaines rondes de négociations. Et on doit en faire un enjeu d'élection. Et c'est très, très important d'avoir des données qui appuient notre position pour pouvoir convaincre l'employeur et aussi pour que le public soit de notre côté aussi. Mais même si nous allons vers un arbitrage, les données sont cruciales aussi. Donc, le plus d'informations qu'on peut cueillir, on va être mieux préparé pour l'avenir. Merci pour tous les trois. On a vraiment eu des informations utiles pour nos membres. Avant de passer à la question de questions et réponses, nous voulions euh, présenter un mini-sondage. Ça va nous aider à savoir quels sont vos sentiments par rapport à la directive Retour au bureau. Vous devriez le voir sur l'écran actuellement. Et si jamais vous ne le voyez pas, peut-être que votre ordinateur le bloque pour une raison technique. Remplissez le sondage, s'il vous plaît. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser dans la boîte de discussion qui vont être lues maintenant. Merci beaucoup, Niall. Le sondage est sur l'écran. Alors, la première question qu'on demande ici, on a parlé plutôt sur les actions, les pétitions, les lettres à la ministre. Est-ce qu'on va être puni ou parce que on a signé une pétition qui critique les employeurs? Non, c'est pas la première fois qu'on répond. Non, on ne peut pas avoir une pénalité pour avoir signé ce genre de pétition. Ce n'est pas à l'encontre du code d'éthique. Et c'est une façon, euh, et si jamais vous avez des doutes, demandez-nous au bureau régional. C'est très important de comprendre que nous sommes des citoyens et nous avons les pleins droits des citoyens d'engager, de signer des pétitions. Merci de la question. On a une autre question. Est-ce qu'il faut relever, avoir des notes des médecins si on demande une exception qui justifierait des mesures d'adaptation et de faire du télétravail? Et moi, j'ai travaillé dans le domaine de l'obligation de donner des mesures d'adaptation et on comprend que quand on présente des notes des médecins, ça n'a pas d'habitude des bons résultats. Moi, je vous conseillerais de ne pas divulguer vos problèmes de santé. Vous êtes obligé uniquement de divulguer vos limitations par rapport au travail. Et quelquefois, les médecins ne comprennent pas ça. Ils pensent qu'ils peuvent écrire une lettre qui dit que vous avez besoin de faire du télétravail, mais euh, c'est important d'avoir euh, des évidences d'un ergothérapeute, mais euh, pour avoir les mesures d'adaptation, euh,
l'employeur, il va essayer euh, de contester ce que vous demandez. Et c'est notre travail de vous aider à présenter quelque chose qui est approprié, une demande d'exception, euh, et pour arriver à des mesures d'adaptation. Il faut toujours que ce soit selon votre situation actuelle qui a changé peut-être. Sinon, l'employeur va dire, ah, vous avez déjà demandé ça et on n'a pas les conditions que vous demandez. Et si votre employeur dit que vous ne qualifiez pas pour des mesures d'adaptation parce qu'ils ont une liste des conditions préapprouvées, ce n'est pas permis, ce n'est pas justifié. L'employeur est obligé d'évaluer chaque cas pour nous faire part de leur décision immédiatement au bureau régional. Est-ce que, Christine, vous voulez rajouter quelque chose? Et l'employeur pourrait vous demander euh, euh, des... peut-être il peut vous offrir, vous dire que les mesures d'adaptation étaient temporaires, mais ce n'est pas vrai. Les mesures d'adaptation devraient être permanentes. Et on a dit spécifiquement qu'on n'allait pas réouvrir les dossiers pour obliger les employés de prouver qu'ils avaient demandé ces mesures. Si vous êtes un de ces employés, s'il vous plaît, demandez-nous. Une autre question. Vous avez parlé de ça au début, mais est-ce qu'on peut demander des mesures d'adaptation pour les soins d'enfants? J'ai entendu qu'il y aurait des mesures d'adaptation devaient être approuvées pour les soins d'enfants. Est-ce qu'on peut soumettre des griefs sur cette question? Oui, on peut demander les mesures d'adaptation par rapport à la situation de famille. Mais comme j'ai dit avant, est-ce que c'est simplement selon votre euh, préférence? Il faut que ce soit par rapport à une situation qui vous empêche de aller au bureau parce que vous êtes obligé de euh, pourvoir des soins à vos enfants. Il y a quand même des, des mesures d'adaptation. Il faut que vous montriez que vous êtes obligé, qu'il n'y a pas d'autre solution par rapport aux soins des enfants. On parle de l'âge de l'enfant. Ça dépend. Il faut démontrer que il n'y a pas d'autre solution pour pouvoir les soins. Et ça, c'est toujours un cas par cas individuel. En général, ils ne peuvent pas refuser d'offrir des mesures d'adaptation en général. Donc, euh, quand on vous dit que faites attention, euh, c'est une tactique de l'employeur pour vous décourager. Alors, consultez vos délégués syndicaux dès le début. Et des fois, les employés trouvent qu'ils demandent trop d'informations, trop de détails, mais il y a des mesures d'adaptation qui peuvent être accordées. euh, Ça dépend de votre situation. Il faut l'expliquer. Et quand, en fait, le gestionnaire n'a pas toujours, ils essaient d'enlever la capacité des gestionnaires de en parler avec vous d'égal à égal. Et il faut remédier cette question.
ce lieu de travail maintenant est plus loin de sa résidence et elle demande si elle peut demander des mesures d'adaptation pour avoir euh, un lieu de travail plus proche. On va partager les ressources bientôt. Vous allez pouvoir contacter votre délégué syndical. Vous allez pouvoir avoir voir toutes les mises à jour. Les FAQ sont excellents. La plupart de ce qu'on a dit déjà aujourd'hui apparaît sur le site web. Donc, je vous encourage fortement de l'utiliser. Euh, est-ce, est-ce que M. Yazbek peut parler des grèves? Est-ce qu'il y a quelque chose qui limite la production de l'employeur? J'ai vu cette question. Je vais vous lire un petit peu de la définition dans la législation. Une grève peut inclure toute autre activité concertée de la part des personnes, des employés, qui sont, dont l'intention est de limiter la production. Alors, la réponse raisonnable, c'est que on répond, on suit les règles, ce sont des règles que l'employeur a établies. Mais le Conseil du travail va regarder exact, quelle est votre intention? Vous voulez exercer la pression sur l'employeur et ils peuvent décider qu'il s'agit euh, d'une action qui équivaut à une grève. Donc, il faut faire attention. Euh, que- quand ce n'est pas la même situation pour les griefs de santé et sécurité. Il y a une différence. Et quand, quand il s'agit d'enjeux comme l'employeur ne vous donne pas les outils de base,
c'est autre chose. La prochaine question, qu'est-ce qui arrive si l'employeur est d'accord pour créer un comité d'évaluer les griefs ou les demandes d'exception sur une base cas par cas? Je sais que Christine, vous avez été engagée dans les discussions autour de cette question. Il y a deux consultations. Il y a le comité mixte de consultation. C'est c'est un conseil composé de membres de l'IPFPC et nous avons fait des révisions. Nous avons examiné euh, très soigneusement ces règles. Et il y a aussi des comités mixtes au niveau des ministères qui sont établis par, la plupart par l'équipe du Conseil national et les personnes qui font de la consultation dans les ministères où il n'y a pas d'équipe de consultation. Et on regarde les situations où les demandes d'exception sont niées et les employés ont soumis des griefs. Et avant le troisième niveau du processus de grief, le comité peut choisir, on peut choisir de, de présenter le grief au comité mixte, le comité mixte de révision, où ils vont réviser la requête en question et le processus de grief qui a eu lieu, et ils vont faire une recommandation pour l'ultime niveau du processus de grief. Donc, ces comités devraient être assez préparés pour commencer ce travail. Et ils sont là pour répondre à vos questions. Nous n'avons pas vu leur efficacité parce qu'on est en cours de les consulter. Et si vous avez soumis une grief qui a été niée et vous continuez dans le processus de grief, vous allez avoir l'opportunité des représentants de IPFPC d'émettre des opinions sur votre situation actuelle. Et si vous êtes inquiet, si vous ne voulez pas savoir par rapport au nom des personnes sur le comité de révision, c'est anonyme. Ils ne vont pas savoir qui vous êtes. Et le- en fait, le télétravail n'est pas un composant euh, de la présence prescrite au bureau selon les lettres d'entente et tout. Et je vais vous dire que ces comités travaillent ensemble. Merci beaucoup pour la réponse. On a le temps pour une question. Je sais que Jen veut conclure le webinaire. Est-ce que l'employeur peut vous dire quel jour euh, que vous devez être au bureau, être présent au bureau, ou est-ce que vous avez un choix? Vous n'allez pas aimer la réponse. Maintenant, la présence prescrite est une question à décider dans chaque ministère. Et il y a certaines règles qui ne s'appliquent dans un ministère par rapport à un autre. Donc, c'est vraiment un peu confondant, c'est mêlant pour vous comme employé et pour nous aussi. Vous avez un lieu de travail. S'ils veulent que vous changiez votre lieu de travail, je vous encourage à soumettre une plainte. Vous allez pouvoir
leur dire que vous allez demander des remboursements pour vos déplacements à ce nouveau lieu de travail. Cette directive cause beaucoup de chaos. Euh, il, il faut qu'on essaie de démêler ce chaos pour vous et de appliquer la pression politique. J'aimerais bien que la réponse soit simple, mais elle n'est pas. Tout ce que je peux vous suggérer de nouveau, c'est de consulter vos délégués syndicaux. Ne dépendez pas sur votre gestionnaire qui subit les pressions de l'employeur et ils vont, ils vont vous dire le changement de lieu de travail est équitable à cause de telle ou telle raison. Mais si vous voyez que ce n'est pas le cas, il faut que vous soyez conscient et il faut nous informer pour que on l'amène au niveau plus haut. Et merci à tout le monde ici, les panélistes, ceux qui ont posé des questions. Il y a des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre aujourd'hui, mais je vous rappelle que vous avez la capacité de demander vos questions sur le site web. Je voudrais remercier tous qui se sont joints à nous aujourd'hui. Je pense que mon message principal, c'est que For today, we're fighting for the future of work. aujourd'hui, on lutte par rapport à l'avenir du travail et on savait que le gouvernement nous menait dans cette direction et il faut démontrer notre résilience et il faut euh, appliquer la pression, il faut qu'il soit au courant de ce qu'on veut, il faut qu'on reste solidaire et ça augmente la capacité de s'adapter aux défis à l'avenir. C'est une lutte qu'on peut gagner, surtout comme travailleur dans le domaine des connaissances. On veut garder le focus sur la meilleure façon de travailler notre travail pour mieux servir la population canadienne et pour maintenant et pour l'avenir. Et maintenant, je réitère, ne comptez pas sur votre gestionnaire pour les réponses. Si vous voyez des commentaires, euh, parlez avec votre délégué syndical. Joignez-vous à nous pour possiblement devenir un délégué syndical, pour, en fin de compte, nous aider à transmettre ce message à l'employeur. Encore, merci beaucoup. Si vous avez des collègues qui n'avaient pas assisté à ce webinaire, envoyez-le à ces personnes-là. Merci beaucoup. On espère vous voir à des activités futures et consultez notre site web. Il y a beaucoup d'informations et des mises à jour et on va ajouter les questions et les réponses qui faisaient partie de ce webinaire. Il y a un enregistrement de ce webinaire pour les personnes qui n'ont pas pu participer et vous allez avoir accès. Merci à tout le monde. Un bon après-midi. Merci.